Très bien. Encore une fois de plus, bienvenue à cette conférence à l'Université protestante au Congo. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui professeur Emmanuel Kandem. Professeur Emmanuel Kandem, c'est une des personnalités la plus reconnue, notamment en Afrique, en ce qui concerne plusieurs disciplines, notamment ceux qui vont faire la gestion, le management. Il y a des ouvrages de référence qui sont notamment rédigés par... Il semble que c'est un problème de réseau là où il est. Allô? Oh, Patrick, il n'a pas de son. qui n'a pas de son? Moi, je n'ai pas de son. Oh, désolé. Qui n'a pas de son? C'est bon, c'est revenu. Ah, je n'avais pas de son? Là c'est revenu maintenant. Là. Ok, C'est désolé. parti pendant 2 minutes. C'est revenu maintenant. Là, on t'écoute. Très bien, très bien. Voilà. Alors, je disais que la séance d'aujourd'hui, nous avons comme orateur professeur Emmanuel Kandem. Professeur Emmanuel Kandem, il est professeur des universités. Il est professeur hors échelle. Il a aussi un parcours très prestigieux. Il a un doctorat en psychologie, en sociologie, une habilitation à diriger les recherches en sociologie des organisations. Voilà, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est le directeur au Cameroun de l'Institut, comment ça s'appelle? C'est l'école. Il a été directeur. J'ai été directeur de l'ESSEC de Douala. Ah, d'accord. Okay. Ah, ça, je ne savais pas qu'il y avait eu ces changements-là. Ah, si, depuis 2017. Oh, ok. Donc, ça, c'est très bien. Okay. Il a rédigé plusieurs ouvrages et je pense qu'à la fin de cette présentation, nous aurons l'opportunité de retrouver quelques-uns de ces ouvrages. Et je sais que quand je faisais mon doctorat, j'ai eu notamment à lire un de ces ouvrages, un ouvrage notamment sur l'interculturalité en Afrique et le management. Donc, sans plus tarder, l'Université protestante au Congo est heureuse de vous accueillir, cher professeur. Je tiens à informer que vous intervenez dans le cadre d'un cours de questions spéciales de ressources humaines qui est donné aux étudiants en dernière année de deuxième cycle. Et ces cours abordent notamment des questions pertinentes qui concernent les ressources humaines, mais aussi l'organisation de manière spécifique et qui concerne aussi notre contexte. C'est une conférence qui est ouverte au grand public. C'est qu'on a donné aussi l'opportunité qu'il y ait cette jonction entre le public et les étudiants. Voilà, c'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, je veux vous accorder la parole, professeur Kandem, voilà, pour la présentation. OK, merci, cher collègue, cher ami Patrick. C'est tout un plaisir, hein, tout un honneur d'avoir organisé cette conférence qui est une première expérience avec l'Université protestante du Congo. Alors, donc, nous allons discuter des transformations des organisations africaines en contexte d'émergence économique et de crise pandémique. Comme cela a été indiqué, je ferai une présentation qui ne dépassera pas 30 minutes pour nous laisser le temps de pouvoir échanger. Donc, une présentation qui va varier autour de 25 à 30 minutes. Et cette présentation sera faite en 3 parties. D'abord, une première partie, quelques mots sur le contexte aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons en Afrique. Ensuite, quelles sont les implications managériales qui peuvent être dégagées de ce contexte. Et comme l'a dit Patrick, je terminerai par la présentation de quelques-uns des ouvrages
que j'ai écrits individuellement ou avec d'autres collègues qui permettent à celles et ceux qui voudraient en savoir davantage de pouvoir trouver les informations. Alors, commençons par le contexte. Alors, lorsque nous regardons aujourd'hui la situation de l'Afrique, et ça depuis quelques années, le premier constat que l'on fait est celui de l'émergence économique, l'Afrique entreprenante qui réussit les réformes. J'ai synthétisé dans ce tableau la situation de quelques pays africains qui apparaissent comme ceux qui réussissent le mieux dans les restructurations, cela à partir des données contenues dans le rapport Doing Business, le tout dernier rapport. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce tableau? Que de façon générale, un certain nombre de pays africains occupent un classement qui n'est pas mal par rapport au continent, mais aussi par rapport au reste du monde en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Bon, c'est le cas de l'île Maurice, qui occupe le premier rang en Afrique et le 13e rang au plan mondial. C'est le cas du Rwanda, c'est le cas du Maroc, du Kenya, de la Tunisie, etc. Donc, j'ai ressorti dans ce tableau le classement, en quelque sorte, du top 20 des meilleurs pays réformateurs en contexte africain. Or, nous savons très bien que qui dit croissance économique, qui dit émergence économique, suppose qu'au départ, il y ait un certain nombre de conditions institutionnelles, structurelles, qui permettent à cette émergence de pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, le contexte économique africain, en tout cas jusqu'au début de l'année en cours, est un contexte relativement favorable. Ce second tableau nous présente quelques données chiffrées sur également les pays africains qui présentent les meilleurs taux de croissance. J'ai mis en vert les pays donc, qui affichent ces taux. Et ce qu'on peut observer, c'est que sur les 10 pays du Sud, en d'autres termes, les 10 pays en développement qui affichent les meilleurs taux de croissance suivant les données de la Banque mondiale, 6 pays sont africains, hein, à savoir le Ghana, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Sénégal, la Tanzanie. Les 4 pays qui ne sont pas africains, c'est l'Inde, c'est le Cambodge, c'est le Bhoutan, c'est les Philippines. Donc, je crois qu'on ne peut pas passer de manière indifférente sur ce constat qui témoigne une fois encore de la capacité d'un certain nombre de pays africains à pouvoir non seulement mieux restructurer leurs économies, mais faire en sorte que ces restructurations débouchent véritablement sur la croissance. Autre élément à signaler relativement au contexte d'émergence économique de l'Afrique, c'est cette carte qui montre la forte attractivité du continent africain. Cette carte rassemble en quelque sorte les principaux pays qui, à l'heure actuelle, sont en train de faire leur pénétration économique en Afrique. On a la Chine, le Mexique, l'Inde, bien sûr les États-Unis, les pays avec lesquels l'Afrique a toujours eu des relations économiques fortes, notamment les pays de l'Union européenne. Et je crois que ce qu'il faut signaler dans ce tableau, c'est le rôle de plus en plus important que jouent les nouveaux pays industriels, à savoir pays comme le Brésil, comme la Turquie, qui aujourd'hui deviennent des partenaires de plus en plus influents en Afrique. Ce tableau également, à travers les indications que nous avons tout autour de la carte de l'Afrique, montre quelles sont les opportunités que représente aujourd'hui l'Afrique en termes d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement
nationaux ou d'investissements étrangers, c'est-à-dire des besoins extrêmement importants d'infrastructures, les routes, les ponts, etc., des besoins massifs en termes d'éducation, des besoins massifs en termes de formation, une classe moyenne qui émerge progressivement, et nous savons que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que dans un pays, les classes moyennes ont occupé une place considérable dans le tissu économique, cela s'est traduit par l'amélioration des conditions de vie de façon globale des populations. Alors, qu'est-ce que cela montre en réalité? Cela montre que l'histoire économique que nous avons connue de l'Afrique pendant longtemps, à savoir une Afrique, on va dire, dite pauvre, une Afrique qui affiche des images, comment on va dire ça, des images négatives, ce regard en quelque sorte est relativisé avec de nouvelles images de l'Afrique. Alors, quels sont ces facteurs qui témoignent de cette transformation ou de ces transformations au pluriel? Parce qu'il faut bien parler des transformations, pas d'une seule transformation. Très rapidement, ce slide indique quels peuvent être ces facteurs, facteurs qui, de mon point de vue, pourraient être des thèmes de recherche pour des étudiants de master ou des étudiants de doctorat. Alors, je vais passer très rapidement sur ces facteurs. Bon, la réussite des programmes d'ajustement structurel suivant les pays, l'émergence d'une économie, l'émergence du secteur privé dynamique, créateur d'emplois, parce qu'il faut bien s'entendre là-dessus, la fonction publique, l'administration publique ne crée pas d'emplois. C'est le secteur privé qui constitue le véritable secteur qui impulse le développement économique. Et cela se traduit donc par un changement, une transformation du statut de l'entrepreneur privé qui devient de plus en plus un acteur qui compte dans l'environnement africain. Je pense aussi qu'il y a un élément important qui est lié à la diversification de l'économie. On passe de plus en plus d'une économie minière, d'une économie liée à l'exploitation des matières premières, à une économie de plus en plus tournée vers le tertiaire. On le verra tout à l'heure, notamment à travers le succès des secteurs d'activité comme celui de la téléphonie mobile. J'ai parlé de l'émergence des classes moyennes, mais je pense aussi qu'il faut signaler ici la forte capacité de résilience des populations africaines. Il faut aussi signaler la stabilité sociopolitique qui est certes relative, parce que quoique confrontée à des crises ou à des conflits identitaires, ça et là, mais je voudrais surtout insister sur ce dernier point, qui est celui de la révolution numérique digitale. Voilà un secteur d'activité dans lequel, on va dire, ce que l'Afrique a fait en termes de transformation, elle l'a fait dans un laps de temps beaucoup plus court. Je voulais dire que la révolution numérique et digitale s'est déroulée en Afrique de façon très, très, très rapide. Deux exemples précis. Le Kenya, en 2007, on a l'innovation financière dans les transferts monétaires téléphoniques, le fameux mobile banking, M-Pesa. C'est quand même une performance en matière d'innovation managériale, que ce soit en Afrique, qu'on ait inventé cette technologie de transfert monétaire téléphonique. Une autre illustration est celle du Rwanda, qui l'année dernière s'est lancé dans la production des premiers smartphones africains, 100% africains. Donc, il y a là un enseignement important qui traduit la capacité de l'Afrique en général et particulièrement de quelques pays africains de pouvoir se transformer dans un contexte de mondialisation accélérée. Alors, très rapidement, ce slide, deux idées essentielles à retenir de ce slide. C'est que quand on parle de l'Afrique, c'est l'Afrique en général, mais je pense qu'il faut tenir compte des différences, il faut tenir compte des singularités. Par exemple, sur les 15 pays africains considérés comme les meilleurs formateurs structurels de leurs économies,
on fait quand même le constat que 13 pays sont des pays anglophones et seulement 2 pays sont francophones. Et je crois que cela est lié à l'histoire. Ce n'est pas tout à fait par hasard que ce soit dans des pays africains de tradition anglophone que l'émergence économique se déroule de la meilleure manière. Deuxième observation, c'est l'accroissement des flux financiers étrangers vers l'Afrique. Je crois que c'est là une dimension essentielle des transformations que l'on observe aujourd'hui en Afrique. Les derniers chiffres tirés du rapport de la Banque mondiale nous montrent quoi, par exemple, que les investissements directs étrangers représentent 41,9% des flux financiers vers l'Afrique. Les transferts diasporiques, c'est-à-dire tout cet argent qui est envoyé sur le continent par les Africains vivant en diaspora, représente 29,7%. L'aide publique au développement, c'est-à-dire les transferts financiers effectués par les États dans le cadre des coopérations bilatérales et multilatérales, représente 28,4%. Donc, lorsqu'on regarde ces 3 chiffres, on se rend compte qu'aujourd'hui, les transferts financiers diasporiques viennent en 2e position dans le montant global des transferts financiers destinés à l'Afrique. Voilà une indication extrêmement importante de la transformation en Afrique, c'est-à-dire cet intérêt de plus en plus manifeste que les diasporas africaines sont en train d'avoir vis-à-vis du continent, en dépit de la situation que l'on connaît maintenant, qui, on espère tous, est une situation passagère qui ne va pas stopper ces transferts financiers. Alors, tout n'est pas mieux, tout n'est pas parfait. Ce slide nous montre quelques limites essentielles de ces transformations, ce que j'ai appelé les paradoxes et les limites de la croissance économique. C'est par exemple le déficit de gouvernance institutionnelle, le fait que l'Afrique soit un continent avec une population à 70% de moins de 25 ans, alors que les leaderships politiques, ça et là, ne révèlent pas toujours cette jeunesse de la population. La redistribution inégalitaire des flux de la croissance, il faut quand même savoir que 5 à 10%, seulement 5 à 10% de la population africaine profite de 90% de la richesse produite. Les résurgences des conflits identitaires dans plusieurs pays africains, on est encore confronté à ce genre de conflits identitaires. Il faut signaler aussi la dégradation de la situation sanitaire avec un élément important dont on ne peut pas ne pas parler quand on évoque les transformations en Afrique, c'est que quand même 42% des médicaments en circulation en Afrique sont des faux médicaments. Je dis 42% des médicaments sont des faux médicaments. On peut donc imaginer tout ce que cela peut avoir comme un impact négatif sur la santé des populations. Et bien évidemment, cette image dégradante du continent à travers cette ruée vers l'Europe et la Méditerranée qui apparaît aujourd'hui un peu comme le cimetière des populations africaines. Alors, voilà quelle était la situation jusqu'à tout récemment. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Cela voudrait dire que nous sommes dans un contexte qui est essentiellement marqué par une crise pandémique qui très probablement va déboucher sur une crise économique dont on continue encore à s'interroger sur la profondeur, sur les conséquences et sur la durée. J'ai voulu, dans ce slide, faire ressortir 2 idées majeures. C'est que, d'abord, la crise est une source des menaces. Il y a des risques, il y a des menaces. Mais que la crise que nous traversons actuellement est aussi une source d'opportunités. L'idée me semble extrêmement intéressante pour ne pas sombrer une fois encore, je veux dire, dans un défaitisme qui est de dire, parce qu'il y a la crise pandémique, parce qu'il y a la crise économique, on va retomber dans une situation alarmiste. L'idée, c'est de dire,
qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Comment peut-on aujourd'hui envisager les formes de transformation en Afrique en tirant les meilleurs avantages, les opportunités du contexte de crise? Et d'où cette question fondamentale qui est posée, à savoir quelles opportunités peut-on tirer du contexte de crise et du contexte pandémique pour les organisations africaines. Donc, c'est à cette question que je peux tenter de répondre. Alors, comment faire pour, je dirais, réussir cette transformation? Quelques idées. D'abord, le retour sur les fondamentaux de l'économie. Et là, je m'inspire des travaux du philosophe et économiste Amartya Sen, qui a écrit un ouvrage célèbre sur l'économie, qui est une science morale. Quand on va aux sources de l'économie, les origines grecques du mot économie, oikonomos, oikonomia, c'est-à-dire la maison, la maisonnée, la communauté familiale, nomos, nomia, les principes d'organisation. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que l'économie, aux sources de l'économie, nous avons une activité de production de services matériels et immatériels, mais en conformité avec les principes fondateurs de l'existence humaine, la dignité, le respect, l'intégrité, l'épanouissement. En d'autres termes, une économie qui est moins matérielle, qui est moins capitalistique, qui est moins boursière, qui est moins rentabiliste, mais une économie qui est plus humaine, qui est plus relationnelle, qui est plus sociale, plus solidaire, plus équitable, plus environnementale. Je pense que voilà une des premières leçons que nous devons tirer du contexte crisique et pandémique actuel. Vers quelle économie devons-nous aller? Quels sont les changements, les transformations qu'il va falloir opérer dans la conception et dans la pratique de l'économie? Une économie qui génère des inégalités ou une économie qui réconcilie davantage ou qui réduit davantage les inégalités? Je ne voudrais pas ici opposer des modèles systématiquement, des modèles économiques. Je voudrais simplement dire que relativement au contexte africain, nous avons intérêt à ce que de plus en plus de nouveaux modèles économiques, beaucoup plus orientés vers l'individu, vers la personne humaine, vers la protection de l'environnement, vers le développement durable, que ce modèle soit implémenté en Afrique. Deuxième source d'inspiration au niveau de la sagesse africaine. Je me réfère ici à cette charte du Mandé qui est considérée comme la première déclaration universelle des droits de la personne. Parce que c'est au XIIIe siècle, entre 1212 et 1222, que cette charte a été proclamée dans l'Empire du Mali par Soundiata Keïta. Et cette charte est aujourd'hui considérée par l'UNESCO comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette charte met en évidence des principes comme l'inviolabilité de la vie, l'altérité, la citoyenneté, la réparation du tort, etc. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que dans ce processus de transformation des organisations africaines, il faudrait peut-être aller voir ce que nous enseignent les traditions africaines, ce que nous enseigne la sagesse africaine. Et nous avons dans cette charte demandé plein de leçons, plein d'enseignements à en tirer. Il en est de même de quelques sagesses africaines, à l'instar de Amadou Ampateba, défenseur des traditions africaines, qui a, à travers cette phrase célèbre, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Sans oublier tout naturellement les travaux tirés des œuvres du savant sénégalais Cheikh Anta Diop, défenseur de l'antériorité des civilisations africaines. En tout cas, qui a montré qu'en réalité, l'Afrique, non seulement est le berceau de l'humanité, mais que c'est sur la terre africaine qu'on a vu naître quelques-unes des inventions qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Je pense aussi que toujours à la quête de cette
comment dire, de la sagesse africaine pour réussir ces transformations, on peut développer, par exemple, un management. Il est de plus en plus important aujourd'hui de s'interroger sur quels pourraient être les modèles conceptuels, des modèles théoriques pour décrire la façon dont se fait le management en Afrique. Et l'Afrique du Sud nous apporte une solution à travers le concept d'Ubuntu, qui est un concept authentiquement africain pour exprimer une forme de management qui met en évidence la personne humaine, la solidarité, la communauté africaine. Alors, sur le plan concret, pratique du management, quels seraient aujourd'hui les domaines dans lesquels on peut identifier des marques visibles de transformation? C'est par exemple au niveau du télétravail, en tant qu'innovation managériale, du travail à distance. Ce que la crise pandémique du Covid-19 nous a appris, c'est que travailler ne signifiera plus quitter chez soi pour aller travailler en dehors de la maison. Ça voudra dire que désormais, il faudrait qu'on apprenne à travailler sans avoir nécessairement besoin de se déplacer physiquement. C'est ce que beaucoup parmi nous avons fait pendant ces mois de confinement. Beaucoup parmi nous ne savaient pas ce que c'est que le travail, n'étaient pas familiers au télétravail. Mais nous avons tous plus ou moins appris à connaître ce que c'est que le télétravail et à le pratiquer. Cependant, il faut reconnaître que cette façon de travailler présente à la fois des opportunités et des limites. Et rapidement, c'est quoi ces opportunités? C'est la limitation des déplacements physiques, des pertes de temps, c'est le renforcement de la proximité entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est une meilleure flexibilité dans la conception de l'espace et du temps de travail, c'est aussi la réduction des charges financières liées à l'aménagement de l'espace de travail et la réduction de la rupture entre l'individu et l'organisation. Mais il faut reconnaître que le télétravail, le travail à distance comme forme ou comme modèle de transformation dans les organisations africaines peut avoir des limites, notamment l'absence de contrôle des salariés par les dirigeants en situation de travail virtuel, tout le débat autour de la confidentialité, dans quelle mesure cette confidentialité est préservée dès lors qu'il n'y a pas un contrôle sur le lieu de travail de la direction sur le salarié, c'est bien entendu l'instabilité, la fiabilité des réseaux d'interconnexion. C'est tout à fait, j'ai envie de dire, comment dire, appréciable que cette conférence se fasse jusqu'à présent sans qu'il y ait coupure, sans qu'il y ait rupture, parce que c'est très courant en Afrique, hein, des Internet qui ne marchent pas, mais c'est aussi ce risque incontrôlé et récurrent de censure politique que l'on observe parfois dans un certain nombre de pays pendant des situations de conflit. Alors, pour terminer, puisque j'ai promis que ce serait en 30 minutes, quelques ouvrages qui reviennent sur toutes les questions que j'ai développées. Il y a cet ouvrage sur le management interculturel en contexte africain qui traite de plusieurs dimensions de management, l'histoire des entreprises africaines, les profils d'entrepreneurs, la question de l'ethnicité, les croyances et les pratiques sorcellaires en entreprise, les modèles de leadership, les structures temporelles, parce que nous savons que le temps, la gestion du temps est une dimension essentielle de la transformation des organisations africaines. Cet autre ouvrage publié en 2010 sur la gestion des ressources humaines en Afrique, c'est le tout premier ouvrage en français qui fait une analyse globale à la fois des processus sociaux ou des pratiques de gestion des ressources humaines. Cet ouvrage sur l'accompagnement entrepreneurial des très petites entreprises africaines dans lequel nous essayons d'identifier quelques modèles d'accompagnement adaptés, spécifiques au contexte des PME, des PMI africaines.
cet ouvrage sur les profils et pratiques d'entrepreneurs camerounais, dans lequel je dresse une typologie des profils d'entrepreneurs en contexte camerounais. Cet ouvrage sur la sociologie en Afrique, dans lequel nous élaborons quelques perspectives conceptuelles, théoriques, épistémologiques, méthodologiques d'une sociologie africaine enracinée, c'est-à-dire une sociologie africaine qui est capable d'apporter des réponses aux préoccupations en Afrique. Cet autre ouvrage sur l'innovation entrepreneuriale et le développement durable en contexte africain, dans lequel nous présentons plusieurs expériences sur les formes de développement de l'entrepreneuriat social, solidaire, séculaire, relativement à la protection de l'environnement. Et cet ouvrage dont la parution est programmée pour le mois de septembre prochain sur la recherche enracinée en management en contexte africain, un ouvrage qui a essentiellement pour but de montrer quelles sont aujourd'hui les pistes conceptuelles, théoriques, épistémologiques et méthodologiques pour développer la recherche en management en Afrique. Donc voilà l'essentiel de ma présentation. J'ai largement débordé de 5 minutes, le temps prévu. J'espère avoir été suffisamment clair, quoique un peu trop rapide, j'en conviens. Et ben voilà, nous pouvons maintenant passer à la seconde partie sur les questions et les discussions. Très bien, merci beaucoup, professeur Emmanuel Kandem, pour cette brillante présentation. J'ai noté plusieurs choses assez intéressantes, notamment le fait de vouloir à la fois, tu abordes la croissance de l'Afrique d'une part, mais aussi en contexte de cette crise pandémique. Je crois que c'est une innovation dans cette analyse. Et cela apporte notamment quelque chose de nouveau qui nous permet de réfléchir sur la question ou les questions actuelles. Et aussi le fait de montrer qu'avec le télétravail, il y a deux choses qui changent. Hein. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons cette conférence qui s'est faite en ligne alors qu'il était même prévu qu'elle se fasse physiquement ici à Kinshasa. C'était déjà même planifié. Mais malheureusement, la pandémie a été un frein pour nous. Voilà, maintenant c'est le temps pour des questions au professeur Kandem. Si vous avez vos questions, prière de juste lever la main et voilà, je vais vous accorder la parole. Alors, pour les autres, lever la main, je sais que des fois, il faut montrer comment ça s'est fait. Voilà. Alors, Monsieur Paul Richard. Oui, je suis là. Allez-y. Ma question sera un peu simple. Je veux qu'on peut comprendre de la part du professeur. Quelle est l'interaction entre les pays africains et les PNB qui viennent de l'Afrique? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai vu que vous avez parlé de la diaspora sur l'un de vos slides. Oui. J'ai eu à lire dans une revue gabonaise qui disait que la diaspora, du point de vue PNB, ne rapporte que moins de 5 000 euros. Maintenant, je voulais savoir, dans les 26,5% que vous avez énumérés, quelle part de ces contributions sont allouées au PNB africain? OK. Alors, oui, je vais donc retrouver cette page. Voilà. Le 29, yeah. Voilà. En fait, le message que je voulais passer ici, c'est déjà ce message d'un retour des diasporas en Afrique. Et un message sur le fait qu'un des acteurs majeurs
de la transformation des organisations africaines, c'est désormais les communautés diasporiques. Parce que pendant très longtemps, on a ignoré volontairement ou involontairement ce que ces diasporas, et je parle au pluriel, pouvaient apporter. Parce qu'il est quand même, comment dire, ça fait sourire de voir que beaucoup de pays africains sont prêts à solliciter des aides financières, des ressources financières à des États étrangers, alors que les propres citoyens africains résidant en l'étranger sont en mesure de pouvoir effectuer ces transferts en Afrique. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que pour une bonne part, ces transferts financiers sont essentiellement destinés à des activités comme, par exemple, la nutrition, les soins de santé, etc. On peut regretter effectivement qu'aujourd'hui, ces transferts financiers diasporiques ne contribuent pas encore véritablement à la création de richesses productives. En d'autres termes, par exemple, à la création d'entreprises. Donc, ces transferts sont essentiellement destinés à améliorer la consommation des populations au niveau des deux secteurs que j'ai relevés, le secteur éducatif et le secteur médical, dont en gros, le développement du capital humain. Ce qu'il faudrait espérer et souhaiter, c'est qu'à l'avenir, ces transferts diasporiques soient un vecteur, un levier important de la création d'entreprises. Et c'est cela qui permettra, par exemple, que l'entrepreneuriat africain, que le secteur privé africain se développe. Parce que n'oublions pas une chose, aucun pays au monde ne s'est véritablement développé en mobilisant des ressources financières venues de l'étranger. Il a toujours fallu qu'au plan local, les acteurs locaux, les citoyens locaux, qu'ils habitent au pays ou qu'ils habitent hors du pays, que ces derniers soient les véritables acteurs du développement de leur société. C'est de ce point de vue que je considère donc cette dynamique diasporique africaine comme un élément extrêmement important dans l'analyse des facteurs de transformation des organisations africaines. Je vais suivre cette question-là. Prenons les stars du Rwanda. Il y a quand même assez de gens de la diaspora qui rentrent chez eux au Rwanda, commencer des petites et moyennes entreprises, ce qui n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays. Prenons les stars de la RDC où les gens, la plupart des gens de la diaspora ont encore ces doutes-là que les choses vont s'améliorer. Et si on va aussi dans d'autres pays, le Sénégal, il y a une grande promesse de la diaspora qui rentre au pays. Au Gabon, non, pas tellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a une méfiance dans certains coins de l'Afrique et dans d'autres coins de l'Afrique, il y a des gens qui sont vraiment, qui se boostent pour rentrer chez eux et développer leur pays? Alors, ce qui fait qu'il y ait méfiance, c'est l'absence de confiance. J'ai souligné dans quelques slides la persistance d'un certain nombre de facteurs négatifs qui impactent négativement sur les transformations. J'ai souligné le déficit de gouvernance institutionnelle. Ça pourrait être un facteur inhibiteur de la dynamique diasporale. J'ai cité les antagonismes, les conflits identitaires, ethniques, religieux et autres que l'on voit naître ça et là, qui pourraient être un blocage au retour des diasporas. Donc, il y a plusieurs autres facteurs. Bon, peut-être que s'il fallait faire une hiérarchie de tous ces facteurs, il me semble que le facteur lié au déficit de gouvernance institutionnelle est un facteur extrêmement important qui explique cette timidité observée
dans un certain nombre de diasporas, dont celle de la RDC, à pouvoir retourner, à pouvoir investir au pays. Parce qu'on investit là où on pense que les investissements vont être très bien sécurisés. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'aller investir dans un contexte où vous avez tous les doutes sur la sécurité, sur la pérennité de vos investissements. Vous voyez? Et donc, pour que l'Afrique continue à attirer davantage ses ressources diasporiques et d'autres ressources, il faudrait que, du point de vue de la gouvernance institutionnelle, notamment de la gouvernance politique, que les acteurs de la diaspora aient ce sentiment de sécurité quand ils rentrent investir au pays. OK, très bien. Je vois que, j'espère que M. Paul Richard Kabambi, je sais qu'il y a un échange assez sur cette question et il a assez aussi de input très intéressant, notamment tout ce qui concerne la transformation de sociétés africaines, une très très bonne culture. Mais je vois M. Edmond Fosso qui demande aussi la parole. Vous avez la parole, Edmond Fosso. Oui, merci. Professeur, bon, quelque part, vous avez indiqué qu'avec la venue d'Internet, les pays africains ont voit une évolution considérable dans les services qui sont donnés par nos différents pays, dont nos ingénuités. Mais il reste quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Et que nous savons que l'un des domaines qui est tenu par le gouvernement, c'est l'accès à Internet. Et que malgré le fait qu'il y ait une évolution, les débits restent encore faibles. Donc, est-ce que stratégiquement, nos dirigeants ont conscience du pouvoir qu'on a avec Internet, ou les Africains, s'il y avait une ouverture dans ce domaine-là, pouvaient vendre leurs services au monde en étant en Afrique? Nous avons l'exemple de l'Inde, qui, je suis aux États-Unis ici, qui beaucoup de services informatiques sont produits de l'Inde. Nous avons des intelligences en Afrique. Est-ce que nos dirigeants sont conscients? Est-ce que de manière stratégique, il y a une planification qui est mise en place pour pouvoir aider nos génies de vendre leurs services au monde? Bon, mais je répondrai à cette question en m'inspirant du titre d'un des ouvrages de Bonjao, qui a beaucoup écrit sur les chances d'Internet en Afrique. Il a titré un de ses ouvrages « Internet, une chance pour l'Afrique ». Et donc, je partage cet avis que Internet est une chance pour l'Afrique, mais à une condition, que nous sachions tirer le meilleur avantage possible d'Internet. Tout à l'heure, nous disions que une conférence comme celle-ci, il y a 6 mois, qui aurait pu penser qu'on la fasse? Franchement, il y a 6 mois. Mais en moins de 6 mois, combien d'Africains ont déjà appris à télétravailler, ont appris à communiquer en webinaire? Moins de 6 mois. C'est-à-dire que la capacité d'appropriation, elle est là, elle est réelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, le problème que tu poses, Edmond, est fondamental. Comment se fait l'accompagnement? Comment doit se faire l'accompagnement de cette dynamique africaine vers une appropriation optimale d'Internet? Et quand je dis accompagnement, tu l'as bien souligné, c'est l'environnement technologique. L'environnement technologique qui est un élément essentiel de la transformation d'une société. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital. Et il n'est pas possible de sortir de ce contexte. Et ça veut dire une question comme celle de l'approvisionnement électrique, de l'accès à l'électricité. Je ne sais pas, au Cameroun, en RDC et dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas évident qu'on puisse
avoir une conférence comme celle-ci pendant 1 heure sans qu'il y ait interruption du fait d'un débit limité ou du fait de perturbations sur le réseau. Je terminerai cette réponse en disant, chaque fois qu'il y a progrès, il a fallu que des modèles émergent et fassent tache d'huile. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup, quand je fais cette présentation, sur les rares cas africains que l'on peut considérer aujourd'hui comme des success stories dans le domaine de l'appropriation du digital et du numérique. Et j'ai cité le cas du Kenya. Vous savez, le mobile banking inventé au Kenya est en train de se diffuser partout dans le monde. Aujourd'hui, les firmes téléphoniques occidentales, européennes notamment, vous prenez par exemple Orange. Orange s'est lancé dans le mobile banking, dans les paiements par téléphone portable. Mais Orange France s'est inspiré de ce que les Kenyans ont fait avec le fameux M-Pesa. Ce que fait le Rwanda aujourd'hui, qui a expérimenté et réussi la fabrication des premiers smartphones 100% made in Africa. Je crois que ce sont là 2 exemples, comme ce que tu as indiqué là concernant l'Inde, qui prouvent qu'il y a du talent en Afrique, il y a du potentiel en Afrique. C'est exact, l'environnement technologique, l'environnement institutionnel n'est pas encore suffisamment bien préparé pour accompagner l'émergence de ces talents. OK, très bien. À moins que Edmond ait quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je crois que la réponse me satisfait. Tout ce que je dirais, je vais dire à professeur Camden, sachant qu'il est sur la scène en tant qu'intellect, il est sur la scène en tant que consultant. Moi, je pense qu'il devrait, avec bien d'autres personnes, se rapprocher de nos dirigeants, question de leur donner conseil. Je crois qu'ils le font déjà, mais trouver le filon pour pénétrer ces systèmes-là et donner conseil pour que ceux-là entendent que nous avons beaucoup à donner au monde, ce qui permettra de relever l'Afrique. Parce que Internet, comme nous le disons, Internet nous donne une chance de rattraper le fossé qui avait été créé il y a longtemps. Donc, c'est à nous de trouver comment intéresser nos dirigeants, les pénétrer et leur faire comprendre l'importance que cet outil nous donne aujourd'hui. C'est tout ce que je... Très bien, je pense que c'est un excellent conseil. C'est un excellent conseil. Voilà. Il y a Lee ou Lys. Oui, c'est Lys en fait. Allez-y. Oui, en fait, moi, j'ai pas une question, c'est plutôt une contribution. Parce que, en fait, en termes de développement, de création en fait d'entreprises, j'entends beaucoup parler au fait en Afrique, mais après j'espère que peut-être que je me trompe. Les termes qui reviennent sont le management, le leadership. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'innovation. En fait, mon idée, ça serait au fait d'intégrer l'innovation déjà dans le cursus scolaire. Dès le début de l'école primaire, dès le secondaire, pour vraiment amener au fait, pour faire travailler la créativité et faire travailler la créativité aussi en fonction au fait de nos ressources locales, parce que je pense qu'on a toujours tendance au fait à un peu imiter au fait l'Occident, mais au fait on a des ressources locales qu'on peut peut-être utiliser, par exemple en matière de développement de routes. Bon, moi je suis malheureusement pas ingénieur, donc on a souvent en fait accès au fait aux entreprises européennes qui nous coûtent beaucoup plus cher, mais peut-être qu'avec les ressources qu'on a en fait localement, s'il y avait des ingénieurs qui s'intéresseraient, on pourrait au fait arriver à trouver des solutions au fait qui nous coûteraient d'ailleurs peu. Voilà, c'est ça. C'est que dans ce débat-là, moi, j'entends jamais parler d'innovation. Je ne sais pas si je me trompe, et c'est un peu ça que je voulais un peu. C'est un peu ma contribution en fait. C'est une belle contribution
qu'il faudrait prendre en compte et que j'intégrerai dans les prochaines conférences. Ok. Et juste pour compléter ce que dit Madame, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier un autre domaine dans lequel la révolution numérique va avoir un impact important dans la transformation des organisations africaines. C'est au niveau de la formation. Aujourd'hui, comme partout dans le monde, on est en train de faire un basculement des méthodes d'enseignement. On est en train de passer d'un enseignement en présentiel à un enseignement à distance. C'est-à-dire que de plus en plus, on ne verra plus les professeurs se retrouver dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, avec 100, 200, 1000, 2000 étudiants. Il suffira d'avoir un système de cours à distance avec un réseau très bien interconnecté pour que chaque étudiant reste chez lui, suive le cours exactement comme nous sommes en train de le faire. Et vous imaginez ce que cette forme de transformation va avoir comme impact. C'est-à-dire qu'on aura à la limite plus besoin de construire des amphithéâtres de 2000 places avec toutes les nuisances sonores et autres que cela peut créer. Évidemment, la condition est celle qui a déjà été indiquée par Edmond, c'est-à-dire la capacité à disposer des infrastructures technologiques appropriées. Exactement. Il y a Opa qui a demandé la parole. Opa, vous pouvez parler? Oui, professeur. OK. Vous m'entendez? Pas très bien. Peut-être que on revient vers vous. On prend d'abord Johnson, Jean Johnson. Je prononce mal son nom. C'est Frico Société. Comme ça, on revient vers vous au pas. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ma question se base beaucoup plus sur un point où vous avez parlé de la diaspora parce que, vous savez, nous sommes des entrepreneurs. Lorsqu'on travaille, au final, on vise beaucoup plus des fonds et tout. Et d'une part, c'est vrai que la diaspora peut contribuer pour l'avancement des nations et tout parce que de l'extérieur, au moins, le niveau économique et tout semble être bon et beaucoup plus des pays ici en Afrique. Mais moi, je me pose souvent la question de savoir est-ce que cette diaspora a vraiment la confiance en la jeunesse de son pays d'origine? Parce qu'à l'exemple de notre RD Congo, beaucoup plus la diaspora a tendance à s'affilier, à s'attacher avec ceux qui sont déjà avancés, quoi. Ceux qui sont déjà un peu plus en avant, qui est de faire confiance à ceux qui viennent, et à ceux qui viennent en fait, dans ceux qui ont encore un peu des difficultés à pouvoir s'en sortir. Donc c'est ça, à ce point-là, moi je me dis souvent, enfin, la diaspora en soi ne contribue pas forcément à 100% comme ils doivent le faire. Parce qu'eux, ils savent très bien les enjeux des pays africains. À quoi sont butés les jeunes, beaucoup plus entrepreneurs des pays africains. Donc, c'est à l'air pouvoir de voir comment sortir ces jeunes, comment sortir cette nation dans la difficulté, que de venir prendre peut-être 100 millions de dollars, donner à ceux qui ont déjà avancé. D'une part, je trouve ça un peu injuste. Je ne sais pas si cette diaspora, vraiment, comme vous le parlez, c'est vraiment faire confiance à la jeunesse africaine. Vraiment. C'est une observation tout à fait enrichissante et pertinente sur la capacité des diasporas africaines à être ce vecteur, ce levier de la transformation des organisations africaines. Bon, ma réponse serait dire au fond, nous devons nous inscrire dans une dynamique évolutive. Il y a 15 ans, 20 ans, on ne voyait pas cette capacité des diasporas africaines à retourner sur le continent, à investir sur le continent, à développer des pôles de créativité, d'inventivité, d'innovation. Bon,
Cela a commencé tout récemment et cela devrait pouvoir continuer. Et je crois que quand on fait le tour du monde et que l'on va à la rencontre des acteurs de ces diasporas africaines, il me semble que le sentiment est clairement affiché de désormais travailler fortement pour le développement de l'Afrique, d'être fortement impliqué, évidemment sous réserve des blocages divers. Il y a un blocage, par exemple, qu'on n'a pas évoqué, que je n'ai pas évoqué, c'est ce débat sur la nationalité. Nous avons en Afrique, grosso modo, deux catégories de pays. On a des pays qui reconnaissent la double et la multinationalité, qui fait que un membre de ce pays peut jouir de ces multiples nationalités. Mais on a aussi une autre catégorie de pays africains, et je crois que c'est le cas de la RDC, si j'ai bonne mémoire, ou du Cameroun, qui ne reconnaissent pas la double ou la multinationalité. Donc, dès que vous changez de nationalité, vous perdez la nationalité de votre pays d'origine. Alors, ça constitue un blocage. Pourquoi? Parce que comment pensez-vous que quelqu'un qui n'est plus supposé être citoyen de son pays d'origine, qu'il va vouloir chercher à investir dans ce pays, puisque juridiquement, il n'est plus citoyen de ce pays. Donc voilà un verrou qu'il va falloir, lever pour attirer davantage les acteurs de la diaspora pour qu'ils retournent et qu'ils investissent dans le pays. Ça, c'est un très, très bon point parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on m'a annoncé qu'il faut qu'on réfléchisse sur la possibilité d'une loi sur l'entrepreneuriat et je pense que c'est un point que je tire de cette conférence. Je vois, il y a Madame Lys qui veut encore parler et puis il y a Paul-Richard Kabambi qui veut aussi parler. Tout honneur, à tout honneur, d'abord, on commence aux dames. Oui, en fait, je voulais juste répondre au fait à Frico Société. Ben, moi, je suis aussi de la diaspora. Je pense que le professeur Kandem a relevé au fait déjà plusieurs faits, la nationalité. Il y a aussi la fiscalité. Donc, en fait, voilà, il faudrait prévoir, en fait, parce que je suppose que pour financer ou venir en aide aux sociétés, il y a aussi un transfert d'argent. Donc, on ne peut pas tout faire en noir, on ne peut pas tout faire par Western Union. Donc, il faut penser la fiscalité. Et chez nous, les fiscalités, moi, je suis en France, c'est déjà très élevé. Si en plus de ça, donc voilà, il faudrait peut-être qu'il y ait des accords bilatéraux entre pays. Par exemple, notamment fondés sur peut-être la nationalité d'origine. Voilà, permettre peut-être aux gens qui sont de la diaspora d'investir dans leur pays d'origine avec une fiscalité au fait un peu avantageuse. Et l'autre obstacle aussi que je vois, c'est il me semble qu'il n'y a pas à l'ère actuelle un système au fait de transfert d'argent internationaux vers l'Afrique. Soit au fait les taux d'intérêt ou les frais sont énormément élevés. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu l'infrastructure au fait de ce côté-là à développer. Mais je trouve au fait que, comme disait le professeur, avec ce développement au fait de l'informatique, de plus en plus au fait, je pense que la diaspora va commencer à s'intéresser au fait à l'Afrique via notamment ce genre de conférences ici qu'on fait. Et pour les entreprises au fait qui sont nouvelles dans le marché, je pense que ça serait intéressant de créer une plateforme pour qu'on les connaisse. C'est vrai que, comme dit Fico, les nouvelles startups africaines ou les nouvelles sociétés ne sont pas tellement connues. Je pense qu'une solution, ça peut être au fait de créer une plateforme. Ça peut être sur le site, je sais pas, du ministère des Affaires étrangères, par exemple. Créer une plateforme, on les liste. Je pense que ça peut aider. C'est un peu des pistes que j'ai pour le moment ici. C'est sur ça que je voulais conclure. Je pense que c'est vraiment une opportunité aussi pour créer aussi une entreprise de ce genre. Créer une plateforme de tous les entrepreneurs, c'est aussi une opportunité pour nous aussi, vraiment.
OK. Très bien. Je pense que ce sont des idées qui se mettent en place, hein? C'est-à-dire, Ce sont d'excellentes contributions. exact, exact. Paul Richard Kabambi. Oui. Je vais aider mon frère un peu plus. Il y a une chose que l'entrepreneuriat au Congo n'a pas encore su résoudre jusqu'à présent, c'est que les jeunes entrepreneurs congolais ne savent pas jusque-là comment trouver un marché au sein de la société congolaise. Je peux donner des exemples un peu différents. S'il lit à travers l'Internet l'investissement direct étranger n'est pas vraiment en Afrique centrale. Quand on parle de l'Afrique centrale, je vois le Congo-Brazza. Vous allez voir que ça va plutôt du côté de l'Afrique de l'Est, là où les entrepreneurs sont un peu plus stables. Ils connaissent quel marché ils ont. Dans mon pays, la RDC, c'est un peu informel. Si je rencontre deux entrepreneurs congolais, je vais dire tu me fais il fait une application où il y a un produit qu'il essaie de vendre. Soit ce serait peut-être une copie de M-Pesa. Mais là, on s'imagine les infrastructures qu'a Vodacom, les infrastructures qu'a Orange, comparativement à toi qui es un jeune entrepreneur qui a juste un PC dans ta chambre. Comment cet investissement sera attractif pour moi? Les jeunes Congolais doivent savoir quel est le bon marché pour eux. En ce moment, quand tu es encore au niveau des startups, il ne faut pas que on réplique les mêmes produits qui sont déjà opérationnels avec des grandes compagnies pour trouver assez que vous devenez de plus en plus attractif au niveau de la diaspora. Parce que quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est facile que moi j'investisse dans une compagnie qui est au Kenya parce que je peux lire l'histoire de la compagnie, c'est un peu formel, tout est bien structuré au Congo. C'est que moi je demande souvent aux jeunes Congolais aussi, l'agriculture pour le moment au Congo sera un bon atout pour la plupart des jeunes entrepreneurs que de vouloir multiplier les technologies que, prenons juste en bref, la RDC actuellement, il n'y a que 9% des gens qui ont l'électricité. Il y a 8% qui ont la pénétration Internet. Mais si tu veux faire un modèle qui demande l'Internet et qui demande l'électricité, n'importe quelle personne qui veut mettre son argent dans ta compagnie, il a des doutes à ce que sera son retour sur son investissement. C'est ce que les gens doivent penser de plus en plus. Parce que quand quelqu'un met l'argent dans une compagnie, il attend un certain retour sur son investissement. Ce n'est pas une charité que les gens font. Yeah. OK. Très bien. Je pense que oui. Un commentaire, Emmanuel? Non, pas de commentaire particulier. C'est une excellente contribution. Très bien. Alors, peut-être dire un petit mot sur Frico Société. Je pense que peut-être lui-même il va se présenter, mais c'est un cas assez atypique parce qu'en fait, le responsable de cette société, Frico Société, il est encore étudiant. Et je pense qu'il a fait un concours sur l'entrepreneuriat et j'ai eu même à goûter aussi ses frites. Il a été présélectionné dans le cadre d'un programme et voilà, maintenant, c'est vraiment de l'entrepreneuriat à la base, mais avec un produit qui s'est construit et qui évolue, c'est qui est un peu encourageant. Mais je suis aussi tout à fait d'accord que faire du copier-coller en contexte africain, c'est-à-dire on prend un modèle qui marche ailleurs, on veut venir le répliquer exactement de la même manière, ça va faire que en termes de concurrence avec de grandes entreprises qui ont assez de moyens, etc., ça pose un vrai problème. C'est une excellente piste, notamment pour avancer dans la recherche et l'aide aussi pour les entrepreneurs et les États. Voilà, je pense que je vois encore Paul Richard. Vous avez encore une question? Ça va. OK, parce que vous avez gardé votre main levée. Oui. Je devais... OK, c'est très bien. Voilà, est-ce qu'il y a encore... je sais que nous arrivons presque à la fin de notre conférence.
Est-ce qu'il y a encore un élément à interroger ou à partager? Peut-être pour ma part, avant de clôturer, disons, cette conférence, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de le télétravail qui devient une nouvelle forme de travail et pour laquelle il faut s'adapter. Ce matin ou cet après-midi, j'étais en train d'enseigner dans un auditoire. Ils sont quand même assez nombreux. Ils sont plus de 500 étudiants et on a totalement basculé en ligne. Je vois qu'il y a des choses, ils doivent s'adapter, comment utiliser une plateforme, comment on les fait. Ça, c'est des choses un peu qui arrivent. Je voulais juste une question en disant aussi que il y a la partie de l'opportunité qui a constitué une question centrale, notamment pour cette présentation. En résumé, Emmanuel, qu'est-ce que les étudiants peuvent retenir comme leur takeaway où ils peuvent aller avec quelque chose en disant, bon, cette crise, elle est là, mais elle peut aussi être vue comme étant une opportunité. Voilà. Oui, tout à fait, c'est exact. C'est ces deux éléments, crise pandémique comme menace, sécurité, santé, crise pandémique comme opportunité pour développer le télétravail, pour faire du téléenseignement et pour développer des compétences distinctives dans le domaine d'Internet. Très bien, très, très bien. Voilà, je pense que là, on a déjà eu un dépassement de 10 minutes, désolé, mais voilà, c'est un peu la technologie qui fait ça. Donc, il me reste qu'à remercier le professeur Emmanuel Kandem pour l'échange de ce soir. Et je pense aussi qu'il y a eu non simplement deux pistes qui ont été soulevées, y compris pour des doctorants, des gens qui font des masters, etc. C'est des pistes de recherche assez importantes. Il y a eu aussi des contributions aux dirigeants africains pour faciliter, je veux dire, certains mécanismes pour aider au développement notamment de l'Afrique. Il y a eu aussi des contributions sur l'entrepreneuriat. Il me reste simplement à vous dire, voilà, ce n'est pas encore la fin. Il y a des éléments que nous devons approfondir. Et l'avantage de ces types de conférences, c'est à la fois mettre les gens qui réfléchissent d'autre part, les acteurs de la société et les étudiants ensemble pour qu'on puisse créer quelque chose d'important. Alors, encore une fois de plus, merci, professeur Emmanuel Kandem, pour cette conférence. Merci de l'invitation. Merci. Et voilà, il me reste à vous dire bonne soirée pour aujourd'hui et à très bientôt pour une... Bye. OK, bye-bye. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.